sujets à une insuffisance surrénalienne ne leur permettant éventuellement pas de faire face au stress. Une supplémentation en cortisone doit donc leur être prescrite en cas d'acte anxiogène et sont considérés patients à risque A par l'AFSAPS. Ces recommandations ne concernent pas les patients sous corticothérapie en cure courte, car l'augmentation du risque infectieux n'est pas scientifiquement prouvée. Le patient transplanté. Afin d'éviter le rejet de la greffe par le corps, ce patient sera traité à vie par immunosuppresseur. Avant la transplantation, on procédera à l'élimination de tout foyer infectieux susceptible de s'exacerber dans les 12 mois. Une fois la greffe réalisée, le patient est considéré à risque A, sauf s'il est traité par cyclosporine seul. Le patient diabétique. L'important est de savoir si le diabète est équilibré. C'est le dosage de l'hémoglobine glyquée qui va nous renseigner. Il est considéré comme équilibré lorsque ce taux est inférieur à 7%. Le patient est alors traité comme un patient sain. Le diabétique non équilibré est classé à risque A par l'AFSAPS. Les patients insuffisants rénales ou hépatiques. Chez ces patients, les précautions particulières de prise en charge concernent principalement les prescriptions médicamenteuses. Pour l'insuffisant rénal, une adaptation de la posologie sera à réaliser pour les céphalosporines, les tétracyclines et les macrolides. Pour l'insuffisant hépatique, il faut éviter les médicaments à métabolisme hépatique, comme les anesthésiques à fonction amine, la codéine, l'aspirine, le paracétamol et les tétracyclines. Ces patients présentent également un risque hémorragique. Le patient toxicomane. L'important est la détection de la dépendance qu'il faut chercher à dissimuler. La mauvaise hygiène de vie qui découle de la prise de nombreuses drogues peut entraîner chez certains patients un état de dénutrition. Ils sont alors classés patients en risque A d'après l'AFSAPS. Les prescriptions post-opératoires doivent être rédigées de manière rigoureuse avec la posologie et la durée du traitement en lettres. On évitera au maximum la prescription dentalgique. Le patient alcoolique présente des troubles de l'hémostase et de la coagulation nécessitant une prise en charge thérapeutique. De même que le toxicomane, il peut être dénutri et donc à risque d'infection. Des précautions à l'égard des prescriptions médicamenteuses sont à prendre, notamment car ce patient peut présenter un dysfonctionnement hépatique. Le patient portant d'une prothèse articulaire. Il est considéré à risque B dans les recommandations de l'AFSAPS. Les foyers infectieux dentaires doivent être éliminés avant la pose de la prothèse. Par la suite, l'antibioprophylaxie pour les actes invasifs n'est recommandée que chez les patients présentant un facteur de comorbidité tel qu'un diabète de type 1, un état de malnutrition ou une hémophilie, chez les patients ayant été opérés depuis moins de 2 ans et chez les patients ayant des antécédents d'infection articulaire sur prothèse. En post-opératoire, le patient devra réaliser un suivi de sa température. En cas d'élévation, il consultera son chirurgien orthopédique. Les patients atteints de maladies auto-immunes. Les principales précautions de prise en charge concernent leur traitement. En effet, les corticoïdes et les immunosuppresseurs sont largement prescrits afin de diminuer le taux d'auto-anticorps, ce qui entraîne un risque infectieux. On peut également observer des manifestations hématologiques à l'origine d'un risque hémorragique. Chez la femme enceinte, il est préférable d'intervenir durant le second trimestre. Lors de l'examen radiologique se pose le problème de l'irradiation de l'embryon ou du fœtus. Il n'a pas été mis en évidence d'effets tératogènes ni carcinogènes pour les doses d'irradiation utilisées en odontologie. Par principe de précaution, un tablier de plomb sera utilisé. Les risques liés aux prescriptions sont associés au stade de la grossesse, à la durée du traitement et au dosage utilisé. Le paracétamol et l'amoxicilline peuvent être prescrits sans risque. Je vais maintenant laisser la parole à Pauline, qui va vous présenter la prise en charge des risques liés aux conditions locales. Concernant la prise en charge des risques liés aux conditions locales, il faut différencier les suites opératoires classiques des complications. Les suites opératoires sont différentes selon le type d'intervention. Il peut s'agir de la survenue d'une douleur, d'un œdème, d'un trismus ou d'un hématome. Nous ne les détaillerons pas lors de cette présentation, car elles évoluent spontanément vers la guérison et leur traitement est uniquement symptomatique. En ce qui concerne les complications à proprement parler, elles sont de 3 ordres, osseuses, neurologiques ou des tissus mous. Le bilan préopératoire est un élément essentiel à leur prévention. Les communications mucosinusiennes. Avant l'avulsion d'une dent ventrale, il est important de détecter chez un patient les antécédents éventuels de sinusite.
Il peut décrire une douleur irradiante au niveau de la région sous-orbitaire et une sensation de lourdeur. La palpation de cette région est alors douloureuse. L'examen radiologique permet d'objectiver les rapports d'un sinus ou une infection, le cas échéant. Les traitements. Ils sont différents selon la taille de la CBS et l'infection ou non des sinus. En effet, une CBS de petite taille, comme sur la photo de gauche, survenant sur un sinus sain, peut se refermer spontanément. La réalisation d'un point simple pour rapprocher les berges de la plaie va favoriser la formation d'un caillot stable. Le patient est placé sous antibiothérapie pour éviter une infection des sinus par les bactéries de la cavité buccale. Lorsque la CBS est de taille plus importante, la fermeture spontanée n'est plus possible. Si le sinus n'est pas infecté, le recouvrement chirurgical sera réalisé dans la même séance. Il existe différentes techniques de lambeaux. Le choix se fera en fonction de la taille, de l'emplacement et de la durée d'existence de la CBS. Sur la photo de droite, vous pouvez observer un lambeau palatin. Si le sinus est infecté, la prise en charge se déroulera en 2 étapes. Tout d'abord, le traitement de la sinusite par un ORL, puis la fermeture de la CBS par un chirurgien dentiste. Dans ce cas, il s'agit d'une sinusite chronique en rapport avec l'infection de la 26. L'alvéolite sèche. Elle se caractérise principalement par une douleur intense non calmée par les antalgiques et qui se déclare dans les 48 à 72 heures suivant l'intervention. À l'examen endobuccal, on observe une alvéole béante d'odeur fétide. L'os est de couleur blanchâtre et la muqueuse périphérique d'aspect normal ou légèrement inflammatoire. L'éthiopathogénie n'est pas clairement élucidée, mais les facteurs de risque principaux sont l'âge, le sexe, la consommation de tabac et des bains de bouche trop précoces ou trop vigoureux. Les traitements de l'alvéolite sèche. Ils sont uniquement symptomatiques, le but étant de soulager le patient. Il existe de nombreuses préparations à base d'eugénol à placer dans l'alvéole. La prescription d'antalgiques de palier 2 est très souvent nécessaire. L'alvéolite sèche évoluera spontanément vers la guérison en une quinzaine de jours. Une antibiothérapie n'est donc pas justifiée. L'alvéolite suppurée. Dans ce cas, la douleur est moins intense. On observe une alvéole comblée par un bourgeonnement tissulaire désorganisé et purulent. La muqueuse périalvéolaire est œdémateuse. L'alvéolite suppurée est une surinfection du caillot ou de l'alvéole par les germes de la cavité buccale. Une antibiothérapie est nécessaire car elle n'évoluera pas spontanément vers la guérison. L'alvéolocellulite ou cellulite du 21e jour survient au cours de la 3e semaine post-opératoire après l'extraction de germes ou de dents de sagesse mandibulaire. La mandibule est plus exposée à cause de la rétention dans l'alvéole de produits de dégradation, d'aliments et de salive. De plus, le tissu ossomandibulaire est plus dense, rendant le traumatisme plus important et sa vascularisation est plus faible. L'antibiothérapie est recommandée, mais souvent insuffisante. La plaie est alors réouverte, drainée et laissée ouverte. L'hémorragie post-opératoire. Elle peut être d'origine locale et ou générale. Lorsque l'étiologie est liée à l'état général du patient, il faut reprendre le bilan préopératoire. Mais le plus souvent, le saignement est d'origine locale et de bon pronostic. Le traitement repose sur une reprise chirurgicale de l'hémostase et une surveillance clinique. Le saignement peut être impressionnant. Le praticien ne doit pas faire l'autruche. Il garde son sang-froid et rassure le patient. Pour identifier son origine, il a besoin d'un bon éclairage, d'une aspiration efficace et il se fait aider de son assistante. Il aspire les caillots et rince la cavité buccale, puis il réalise une anesthésie locale avec